Donc nous allons continuer la série de vidéos sur les environnements marins par la deuxième partie, à savoir les environnements marins côtiers sableux. Donc en fait, à quoi correspondent ces environnements? C'est des environnements pour lesquels vous pouvez avoir certaines connaissances, que ça va être typiquement les environnements qu'on trouve sur la côte atlantique en France, où en fait on va être dans des environnements peu profonds, des environnements côtiers, dans lesquels ça va être une dominance de sableuse. Comprenez à quartz, donc c'est une dominance de sable quartzeux. Parce que vous pourriez avoir des sables carbonatés par exemple. Mais là, dans ce cas-là, dans ce cas que je vous présente, le sable ici, qui est normalement défini une granulométrie, je l'utilise en termes de silicoclastique, donc dominé quartz. Dans ces cas-là, le matériel est apporté par des fleuves au niveau de deltas, d'estuaires, et puis ce matériel va être remanié par la houle, les marées, les courants, les tempêtes, le long de la côte. Vous avez un très bel exemple, par exemple, ici, du Cape Cod, dans le Massachusetts, avec ce matériel qui est complètement remobilisé et qui a façonné la côte de part et d'autre du Cap, au gré des courants. On va avoir plusieurs types d'environnements dans les environnements silicoclastiques côtiers. Vous avez les estuaires. Alors un estuaire, qu'est-ce que c'est? C'est une vallée fluviatile qui est envahie par la mer en période de haut niveau marin. Si on était en période de bas niveau marin, on aurait le fleuve qui serait dans cette zone envahie par la mer. Vous avez deux types d'estuaires. Vous avez les estuaires dominés par les vagues, dans lesquels on va avoir la mise en place de barrières ici sableuses, redistribuées par la houle des vagues. Donc le matériel est repris depuis la zone lagunaire, redistribué depuis le nord ou le sud en fonction de la direction des vagues, et forme une barrière, dans laquelle on va avoir une ou plusieurs entrées, souvent de petite taille. Puis vous avez les estuaires, cette fois-ci, dominés par la marée. Alors vous allez voir, et je vous remontrerai, dans les estuaires dominés par la vallée, comme j'ai pu vous en parler, notamment pour les environnements deltaïques, on a de nombreux bancs sableux qui vont être perpendiculaires au trait de côte, tout simplement parce qu'on a des chenaux de marée qui se mettent en place, qui sont assez pérennes dans le temps, avec le flot, donc c'est la marée montante, et le jusant, la vallée descendante, qui vont creuser ces chenaux, qui vont avoir tendance à être stables pendant une durée assez longue, donc pendant plusieurs marées, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Moi, je n'ai pas vraiment de quantification à ce niveau-là, mais qui vont être stables, et qui vont, comme la direction de la marée est perpendiculaire à la côte, toujours de ce va-et-vient, on va avoir ces chenaux qui vont se maintenir, et donc des bancs de sable entre les différents chenaux. On va donc avoir une morphologie d'un trait de côte qui va être découpé, et des bancs de sable qui vont être perpendiculaires au trait de côte. Dans la dynamique côtière qui va être cette fois-ci éloignée des apports, c'est-à-dire éloignée des fleuves, on va plutôt avoir une dynamique d'érosion. En effet, là, comme vous pouvez le voir dans les falaises de Dover au Royaume-Uni, vous avez la mer qui a tendance à venir éroder la falaise, notamment à l'aide des débris de cette même falaise, qui sont des galets, qui au cours des battements, des marées, des tempêtes, va remobiliser ces galets et va faire saper tout simplement la falaise. Donc on va avoir vraiment une production de matériel par érosion, et ce matériel va être transporté, redistribué le long de la côte. On peut avoir aussi, dans certains cas, des zones plutôt de sédimentation. Cette fois-ci, les vagues, la marée, vont redistribuer le matériel qui va être déposé, et on peut avoir des zones d'accumulation préférentielle, fonction des courants et des marées. Donc on est dans des cas, notamment ici, où on a une très belle flèche littorale qui se met en place, au gré très probablement d'un courant,
où on va avoir tendance à accumuler le matériel plutôt que le transporter au loin, et on va avoir simplement une érosion de transport latéral, et surtout une zone d'accumulation. Lorsqu'on est sur une plage, on va avoir une géométrie particulière de cette plage. Elle est extrêmement importante. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être déjà vu ou entendu des reportages qui parlaient des problèmes de pillage de sable quartzeux des plages qui entraînait une augmentation de l'érosion des environnements. Tout simplement parce que cette plage, elle a une morphologie particulière, et si on brise cette morphologie, elle va être moins résistante aux différents phénomènes actifs comme peut être la houle, les vagues ou la marée, et avoir tendance à en fait se faire éroder. Alors ces structures, elles sont assez simples, elles sont constamment remaniées, parce que les grains sont constamment en mouvement, mis en mouvement par la houle, ce qui donne d'ailleurs des grains qui vont être très ronds et très bien triés, et qui peuvent être classés le long de la plage. Alors vous avez une première structure qu'on appelle la berme, qui est un peu un point central. Cette berme, c'est un point haut entre la zone d'avant-plage, où vraiment on a le battement du côté avant, on va avoir le battement des vagues, ce qu'on appelle la zone de déferlement, ce qui va avoir tendance à donner des structures obliques liées au retour des vagues. Donc, vous voyez ici, qui viennent de façon oblique épouser la pente. De l'autre côté, du côté arrière-plage, vous allez avoir des structures obliques qui vont être perpendiculaires aux précédentes, grosso modo perpendiculaires aux précédentes, qui vont être planes parallèles. Et cette fois-ci, c'est lorsqu'on va avoir, notamment lors des vagues de tempête, donc le niveau de la mer qui va dépasser la berme et qui va avoir tendance à déborder et s'écouler le long de l'arrière-plage, ce qui va avoir tendance à donner ces formes obliques. Donc cette berme de plage, c'est vraiment, vous pourrez regarder sur les plages, c'est une bosse qui est formée entre la zone de déferlement et puis les zones un peu plus en arrière dans lesquelles on va avoir notamment des systèmes de dunes. Ces dunes, justement, elles sont en arrière des bermes et elles sont principalement en influence éolienne. C'est une zone dans laquelle on a une accumulation de sable qui va se faire, c'est ces dunes ici. Ces accumulations de sable vont se mettre en place et puis elles vont, ces dunes vont avoir tendance à être remobilisées par l'éolien, environnement dont je vous ai déjà parlé dans le cours sur les systèmes continentaux. Et puis, alors, soit latéralement des dunes, soit en arrière des dunes, en fonction de la géométrie, la topographie locale, vous allez avoir la plaine côtière. Dans cette plaine côtière, vous allez avoir tout un tas de zones dans lesquelles vous allez avoir de la végétation qui va pouvoir se mettre en place. Ça va être une zone assez plate, mais vous pouvez avoir aussi des anciennes lignes de plage qu'on appelle des rides de chenilles. Parce qu'une plage, ça bouge en fonction de l'apport et de l'érosion. Donc si vous avez eu beaucoup d'apport, la plage va avoir tendance à avancer et vous pouvez avoir des anciennes plages, les anciennes bermes qui vont être abandonnées, ce qu'on appelle des rides de chenilles. Dans cette zone, dans la plaine côtière, vous allez avoir de l'apport marin uniquement lorsque vous avez de très grandes tempêtes qui vont déborder la plage, qui peuvent déborder les dunes de plage et apporter du matériel dans les plaines côtières, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Lorsque vous êtes sur une plage, vous pouvez avoir des systèmes de flèches côtières qui se mettent en place. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une flèche côtière ? En fait, c'est un cordon sableux qui se déplace au cours du temps au gré de courants. En ce qui concerne les flèches telles que je vous le présente ici, en fait, sont du matériel qui est prélevé à un endroit et qui dérive le long de la côte, qui va, dans ce cas, avoir tendance à former une lagune, parce que vous allez avoir la houle qui vient à 45 degrés, qui arrive à 45 degrés du trait de côte, et qui, en arrivant, va avoir tendance à former une direction de courant préférentielle qu'on appelle la dérive côtière. Ces grandes flèches, très communes, il faut avoir des apports en sable pour qu'elles puissent se former. Si vous êtes déficitaire en sable, vous ne pourrez pas les former, mais lorsque vous avez suffisamment de sable, elles vont être vraiment très fréquentes le long des côtes, la remobilisation du matériel, et elle va pouvoir former
du coup des zones protégées dans lesquelles vous allez avoir quelques entrées, vous pouvez même les fermer complètement. Lorsque vous êtes sur une plage, et notamment sur les plages sableuses, vous allez trouver tout un tas d'organismes, comme par exemple ici, ce qu'on appelle les vers arénicoles. Donc ces organismes qu'on trouve sur la plage sont des organismes qui vont être principalement odobenthiques ou épibenthiques, c'est-à-dire que c'est des organismes qui vont vivre dans le sédiment ou qui vont vivre à la surface du sédiment. Alors là, vous avez énormément de diversité, que ce soit des diversités actuelles ou des diversités au cours des temps géologiques. À l'heure actuelle, c'est dominé principalement par les lamellibranches, les crustacés, les échinides, les gastropodes. Ces organismes, ils vont avoir une tendance à, s'ils se déplacent sur le sédiment, à laisser des traces, ou s'ils se déplacent dans le sédiment, à remanier le sédiment. Ils vont le remanier de façon extrêmement importante. Par exemple, ici, vous avez toute cette plage couverte de vers arénicoles, qui du coup vont remanier le sédiment à l'intérieur. Alors il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas retrouver tous les mêmes organismes aux différentes zones. Suivant que vous êtes dans les zones de battement de marée, ou plus profondes, dans les environnements plus calmes, ou avec plus d'énergie, vous allez trouver différents organismes, et donc aussi différentes traces d'activité de ces organismes. Lorsque vous êtes sur une côte qui va être beaucoup plus rocheuse, donc qui va être moins fournie en sable quartzeux, ou même complètement dépourvu. Et dans ce cas-là, où le substrat va être à l'affleurement, vous allez avoir principalement des organismes qui vont être perforateurs, qui vont se mettre en place, et des organismes qui vont être sessiles, accrochés aux rochers, ou vagiles, qui vont se déplacer sur ces rochers. Donc très fréquemment, chez les organismes perforateurs, on pourra trouver notamment les lamellibranches, bien connus, qui creusent des trous dans les rochers. Mais vous avez aussi beaucoup d'organismes vagiles, comme les échinides réguliers, donc les oursins, qui se baladent sur les rochers et qui grignotent les algues qu'ils trouvent, ou encore des gastropodes, qui ont aussi à peu près le même mode de déplacement et qui vont aussi manger les algues qui se forment sur ces rochers. Je vous en ai déjà parlé précédemment. Lorsque vous êtes sur une plage, et notamment dans un modèle classique, une plage sableuse à quartz, vous allez avoir une morphologie qui va être principalement influencée par la bathymétrie, à savoir la zone de battement de marée, puis les zones d'action des vagues de tempête, les zones d'action de beau temps, puis les zones d'action des vagues de tempête, jusqu'aux zones qui vont être sans influence de la houle. Lorsque vous avez une sédimentation qui va être dominée par les tempêtes, le transport par la houle et les figures de tempête vont être extrêmement abondantes. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une organisation de vos faciès le long de la côte qui vont être particuliers. Depuis la plage côtière, vous allez passer à des faciès dans les foreshores de plage jusqu'à des faciès de shoreface avec plutôt des grès, avec des figures de courant, donc liées à des granulométries sableuses liées à l'énergie, qui va surtout utiliser uniquement du quartz, dans lesquelles vous allez avoir des rides, principalement. Et puisque lorsque vous allez vous éloigner des zones d'influence de la houle, vous allez avoir de plus en plus soit des mudstones, c'est-à-dire de la boue, qui va être des argiles, donc des fractions fines, très fines, qui vont être intercalées avec des figures de tempête, qu'on appelle HES. Puis lorsque vous allez continuer à vous éloigner, vous êtes en dessous de l'action des vagues de tempête, vous n'allez plus qu'avoir les particules les plus fines, qui vont vous former des mudstones. Lorsque vous êtes dans des sédimentations qui sont dominées par la marée, par les marées, cette fois-ci vous avez un système qui va être légèrement différent. En effet, dans ces cas-là, vous allez avoir beaucoup de figures de chenaux qui vont se mettre en place dans la zone supérieure ici, dans la zone de battement des marées. Vous allez avoir sur les bords des chenaux, dans le chenal, c'est une zone avec préférentiellement un système dans lequel on ne va pas accumuler, c'est une zone de passage. Mais sur les bords des chenaux, vous allez avoir beaucoup de structures de rides ou de dunes hydrauliques, donc des structures liées au courant, vu que c'est la zone de passage des courants. Les granulométries les plus importantes vont se situer sur ces au niveau de ces chenaux. Et lorsque vous êtes au niveau de marée, donc lorsque vous êtes en haute marée, vous allez avoir
principalement, cette fois-ci, plus de courant, parce que vous êtes arrivé au maximum de la marée, il n'y a plus de courant, et c'est des dépôts de boue qui vont dominer. Donc cette fois-ci, vous avez verticalement un mélange extrêmement important, parce que la marée étant épisodique, contrairement à la houle qui est un battement courant et récurrent, même si la puissance de la houle va varier au cours du temps, mais vous allez cette fois-ci avoir une variation dans le temps au niveau de vos plages dominées par la marée. Bien sûr, vous allez avoir des organismes qui vont être différents en fonction de si vous êtes dans un cas ou dans un autre, et il y a des cas intermédiaires bien sûr, et donc ces organismes étant différents, ils vont laisser des traces différentes, et on peut, grâce aux traces que l'on retrouve dans le sédiment, arriver à reconstruire des environnements. Typiquement, dans les zones intertidales, vous allez avoir des animaux suspensivores, et principalement, en fait, on retrouve des traces qui sont verticales. Notamment dans les sables littoraux, les sables fins, vous avez les faciès, les ichnofaciès, les faciès à traces, de type scolitos ou glossiphingites. Donc c'est principalement des tubes verticaux avec, comme vous pouvez le voir ici, là, les traits entre les deux tubes, qui sont des systèmes de rééquilibration, en fonction s'il y a eu un apport sédimentaire ou s'il y a eu, à l'opposé, une érosion. Puis lorsque vous allez aller dans les environnements un peu plus éloignés, vous allez avoir de plus en plus de systèmes qui vont être horizontaux. Donc dans les zones intertidales, vous allez avoir par exemple des traces dans les faciès crusiana, des traces qui vont être de type gyrolites. Vous allez avoir à la fois verticale et horizontale. Et lorsque vous allez vous déplacer, vous allez avoir les faciès azoophicaux, ou même anérites. Dans ce cas-là, ça va être principalement dominé par des traces horizontales. Et comme ça, vous pouvez aller jusque dans les zones les plus profondes des océans. C'est sur ces ichnofaciès et ces types de plages que je vais conclure la vidéo sur les plages sableuses, et nous continuerons avec les plages carbonatées.